Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. Je m'appelle Élodie Martin et j'ai 28 ans. Il y a 3 semaines, j'étais assise en face de mon père au Fouquet's, sur les Champs-Élysées, l'un de ces endroits où les couverts coûtent plus cher que mon budget course mensuel. Je l'ai regardé m'annoncer, avec une fierté non dissimulée dans la voix, qu'il avait donné ma cagnotte de mariage de 10 000 € à ma sœur, Sarah. Pas prêtée, pas décalée, donnée. Parce que, selon ses propres mots, Sarah mérite un vrai mariage. Et toi? Eh bien, toi et Marc, vous pouvez faire quelque chose de petit. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas. Je suis restée assise là, figée, pendant que ma famille passait l'heure suivante à démolir systématiquement chaque choix que j'avais fait dans ma vie. Ma carrière de graphiste freelance, mes finances irresponsables, mon fiancé Marc, qu'ils avaient catalogué comme un autre informaticien fauché avec de grands rêves et aucun avenir. Mais alors, Marc s'est levé. Il a sorti son téléphone, a regardé mon père droit dans les yeux et a posé une seule question qui a fait s'évaporer le sourire triomphant de ma sœur comme de la fumée. Voulez-vous que je leur dise ce que je fais réellement dans la vie? Avant de vous raconter la suite, prenez un instant pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous touche vraiment. Et si vous regardez ceci, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir que cette histoire touche des gens partout dans le monde. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début à comment je me suis retrouvée à ce dîner et pourquoi cela a tout changé. 6 mois avant ce dîner, j'étais vraiment heureuse. Marc et moi étions ensemble depuis 2 ans, vivant dans un petit mais confortable 2 pièces dans le 19e arrondissement de Paris. Un quartier que mes parents qualifiaient de mal famé et que j'appelais ma maison. Mon espace de travail occupait la moitié de notre salon, 2 écrans, une tablette graphique professionnelle, des livres de référence empilés en tours soignés contre le mur. J'aimais mon travail. Je concevais des identités visuelles pour des petites entreprises, des logos pour des startups, des supports marketing pour des gens qui bâtissent cimentaient quelque chose à partir de rien. La paie était irrégulière, certes, mais j'avais une liste de clients fidèles qui revenaient encore et encore. Je m'en sortais. Marc était le genre d'homme qui écoutait plus qu'il ne parlait. J'aimais ça chez lui, mais je ne réalisais pas à l'époque qu'il observait toujours, qu'il apprenait toujours qui étaient vraiment les gens. Quand on lui demandait ce qu'il faisait, il disait « Je travaille dans la cybersécurité ». Et il changeait de sujet. Simple, sans prétention. Il conduisait une Peugeot 308 modeste, portait des jeans et des chemises simples, gardait ses cheveux soignés mais sans coupe hors de prix. La chose la plus extravagante que j'avais remarquée était son téléphone, un iPhone 15 Pro Max, et son ordinateur portable, un MacBook Pro haut de gamme qui semblait presque excessif pour quelqu'un que je prenais pour un consultant informatique. Quand je lui ai posé la question une fois, il a souri et a dit que son entreprise avait de bons budgets d'équipement. Je l'ai cru. Nous planifions notre mariage avec ce que j'avais économisé, environ 3 000 €, plus les 10 000 € que mon père avait promis il y a des années, quand Sarah et moi étions adolescentes. Il avait mis de côté des fonds pour les mariages de ses 2 filles, avait-il dit. Traitement égal, juste. J'aurais dû me méfier. Dans ma famille, juste avait toujours bien un concept flexible, qui penchait vers Sarah comme un tournesol vers le soleil. Sarah avait toujours été l'enfant prodige, et j'avais toujours été l'autre, celle qui devait se reprendre en main. Elle était diplômée d'Assas et de Sciences Po, avait décroché un poste chez Gide Loyrette Nouel, l'un des cabinets d'avocats d'affaires les plus prestigieux de Paris. Elle gagnait 150 000 € par an, conduisait une Mercedes classe C et portait un sac Hermès Birkin que nos parents lui avaient offert pour ses 30 ans. Chaque réunion de famille devenait un récapitulatif de sa dernière victoire au tribunal, de sa récente prime, de sa prochaine promotion. Et moi, j'étais la fille qui n'avait toujours pas trouvé sa voie. Peu importe que je m'assumais financièrement depuis l'université, que j'avais des clients dans toute la France, que j'aimais ce que je faisais, être freelance n'était pas une vraie carrière aux yeux de mon père. C'était quelque chose qu'on faisait en attendant de trouver ce qu'on voulait vraiment faire. « Pourquoi ne peux-tu pas être plus stable comme ta sœur ?» demandait ma mère, la voix douce de déception. « Quand vas-tu prendre ton avenir au sérieux ?» ajoutait mon père, comme si j'étais encore une ado,
expérimentant des hobbies au lieu d'une femme adulte gérant une entreprise. Le fiancé de Sarah, Damien Lefebvre, vice-président dans une banque d'investissement à la Défense, ne faisait qu'amplifier la comparaison. Il portait des costumes sur mesure et des cravates Hermès, parlait de fusion et de portefeuille avec l'assurance décontractée de quelqu'un qui n'a jamais remis en question sa propre valeur. Quand Sarah avait appelé il y a 2 mois pour dire qu'elle et Damien devenaient sérieux, j'avais senti une boule familière dans mon estomac. Je savais d'une certaine manière ce qui allait arriver, mais j'ai repoussé cette pensée. Cette fois serait différente, me suis-je dit. Cette fois, Marc serait là. Ma famille verrait que j'avais choisi quelqu'un de solide, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui me traitait comme si je comptais. J'avais été si naïve. Quand mon père a appelé pour nous inviter à dîner pour discuter des projets de mariage, je me suis sentie pleine d'espoir. Marc a serré ma main alors que nous entrions au Fouquet's un vendredi soir, le genre d'endroit où l'hôte vérifie votre réservation comme un videur à l'entrée d'un club exclusif. La salle à manger brillait d'une lumière ambrée chaleureuse. Les boiseries sombres tapissaient les murs. Les autres clients portaient des robes de cocktail et des costumes taillés sur mesure. Leur conversation feutrée était ponctuée par le tintement des verres en cristal. L'air sentait le bœuf grillé et l'argent. Ma famille était déjà assise à une table d'angle, un emplacement de choix, probablement demandé par mon père qui adorait ces petites démonstrations de statut. Papa portait sa montre Patek Philippe, celle qu'il s'était achetée avec sa prime de départ à la retraite. Maman avait son sac Kelly d'Hermès, plus petit et plus vieux que le Birkin de Sarah, mais toujours reconnaissable, posé sur la chaise à côté d'elle. Sarah avait l'air impeccable dans un blazer Armani, une bague de fiançailles en diamant substantiel captant la lumière chaque fois qu'elle bougeait sa main gauche. Damien était assis à côté d'elle dans un costume gris anthracite, sa cravate parfaitement nouée, et puis il y avait Marc, dans une simple chemise blanche et un pantalon chino. Propre, présentable, mais indéniablement ordinaire comparé à l'élégance étudiée de Damien. Quand nous sommes arrivés, les yeux de Sarah ont parcouru Marc avec une évaluation à peine dissimulée. Je l'ai vu faire l'inventaire. La chemise de prêt-à-porter, les chaussures de grands magasins, l'absence de montres de luxe. « Ah! Hein? »« Marc, » dit-elle, son sourire crispé. « Content de te revoir, Sarah. Damien. » Marc hocha la tête poliment, tirant ma chaise avant de prendre sa propre place. Mon père s'éclaircit la gorge. « Bien, maintenant que nous sommes tous là, commandons d'abord, ensuite nous pourrons parler. » J'aurais dû reconnaître la stratégie. Dans ma famille, les mauvaises nouvelles arrivaient toujours après les entrées. L'interrogatoire a commencé avant l'arrivée de nos plats. « Alors, Élodie, » commença mon père, coupant son foie gras avec une précision chirurgicale. « Comment ça se passe le freelance? Des progrès vers quelque chose de plus stable? » J'ai posé ma fourchette. « Ça se passe bien, en fait. Je viens de signer un contrat de 6 mois avec une start-up de mode éthique. » « Une start-up? » Sarah a ri. Pas méchamment, mais pas gentiment non plus. « Élodie, tu sais que 90% des start-up font faillite, n'est-ce pas? Je viens de gérer une liquidation judiciaire pour l'une d'elles le mois dernier. » « Ce n'est pas une question de stabilité de ses clients, » intervint Damien en s'essuyant la bouche avec sa serviette. « C'est une question de construction de patrimoine, de salaire fixe, d'avantages sociaux, de retraite. Le freelance, c'est bien pour la vingtaine, mais à un certain point. » Il laissa sa phrase en suspens, laissant l'implication flotter. Marc ne dit rien, mais je remarquai que sa mâchoire se serrait légèrement. Son téléphone, posé face contre table, s'alluma brièvement avec une notification. J'aperçus un aperçu. Rappel conseil d'administration, revue T4. L'écran s'éteignit avant que je puisse en lire plus. « Et Marc !» continua mon père, tournant son attention comme un projecteur. « Élodie a mentionné que vous travaillez dans la cybersécurité. En quoi cela consiste-t-il exactement? » « Je gère la protection des données pour les entreprises, » dit simplement Marc. « Évaluation des menaces, prévention des brèches, architecture des systèmes. » Sarah se pencha en avant. « C'est intéressant. Quelle entreprise? » « Une petite firme, » répondit Marc. « Nous travaillons avec divers clients. » « Une petite firme. » Damien hocha la tête lentement, son ton suggérant qu'il venait de confirmer un soupçon. « Eh bien, au moins vous avez un emploi. »
Par les temps qui courent, c'est déjà ça. Ma mère, qui était restée silencieuse, prit enfin la parole. Nous sommes juste inquiets pour l'avenir d'Élodie. Vous comprenez, Marc? Nous voulons savoir qu'elle sera à l'abri du besoin. Je voulais argumenter que je pouvais m'assumer seule, mais mon père passait déjà au véritable ordre du jour. Ce qui nous amène au mariage. Mon père posa son couteau et sa fourchette avec une finalité cérémonielle. Il croisa les mains sur la table, et je reconnus cette posture, la même qu'il avait utilisée quand il m'avait dit que je ne pouvais pas étudier l'art à la fac, qu'il me fallait quelque chose de pratique. Ta mère et moi avons beaucoup réfléchi, commença-t-il, et nous avons pris une décision concernant les fonds pour le mariage. Mon estomac se noua. Sarah et Damien se sont fiancés la semaine dernière. Il leur sourit, une chaleur authentique éclairant son visage. Nous sommes absolument ravis. Damien est exactement le genre d'homme que nous espérions que Sarah trouverait. Brillant, stable, issu d'une bonne famille. Sarah rayonna, levant sa bague pour que le diamant projette une lumière fracturée sur la nappe. Nous visons le château de Ferrières pour juin prochain. Ils ont une salle de bal incroyable. Ce qui nous amène à l'argent, continua papa. Nous avons décidé de donner les 10 000 € à Sarah pour son mariage. Les mots ne furent pas traités tout de suite par mon cerveau. Je le fixais, attendant la nuance. Mais on t'aidera quand même. Ou, donc on va partager différemment. Ça n'est pas venu. Attends, j'ai finalement réussi à articuler. Vous donnez tout à Sarah? Élodie. La voix de mon père prit ce ton patient, comme si on expliquait quelque chose à un enfant que j'avais entendu toute ma vie. Sarah mérite un vrai mariage. Elle a travaillé incroyablement dur pour bâtir sa carrière. Elle épouse quelqu'un qui peut subvenir à ses besoins. Ils méritent une célébration qui reflète leur statut. Et moi alors? Ma voix se brisa. Tu avais promis. Toi et Marc pouvaient faire quelque chose de petit, intervint doucement maman. Quelque chose d'intime. Une cérémonie dans un parc, peut-être. Ça peut être charmant aussi, ma chérie, à sa façon. Quelque chose d'approprié à votre situation, ajouta Damien, son sourire condescendant. Il n'y a pas de honte à connaître ses limites. Sarah tendit la main à travers la table et serra la mienne, un geste qui aurait pu sembler fraternel pour un observateur, mais je sentis la légère pression de sa bague contre mes doigts, délibérée comme un point final à la fin d'une phrase. « Je sais que c'est dur à entendre, dit-elle, mais réfléchis-y de manière pratique. Damien et moi avons des revenus combinés de plus de 300 000 €. À notre mariage, il y aura des associés de mon cabinet, des cadres de sa banque. Le château est logique pour nous. Pour vous. » Elle jeta un coup d'œil à Marc, puis me regarda. Quelque chose de plus petit est juste plus sensé. En plus, ajouta Damien, tu n'as jamais été très doué avec l'argent, n'est-ce pas, c'est pas Élodie? N'as-tu pas emprunté 500 € à tes parents l'année dernière pour payer ton loyer? Mon visage brûlait. Je les avais empruntés une fois quand 2 clients avaient retardé leur paiement simultanément. Je les avais remboursés en 6 semaines. C'est différent, commençai-je. Vraiment? Mon père se recula, sa Patek Philippe captant la lumière alors qu'il croisait les bras. Élodie, ta mère et moi t'aimons, mais nous devons être réalistes. Tu as 28 ans, tu vis toujours dans un appartement en location, tu as un travail sans avantage ni sécurité, sur le point d'épouser un homme dont les perspectives de carrière sont floues. Marc était resté silencieux pendant tout ce temps, mais là, je le sentis bouger à côté de moi. Sa main posée sur la table se ferma lentement en un point, puis se détendit délibérément. « Nous n'essayons pas de te blesser, » dit maman doucement. « Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux. » Et Sarah. Sarah a fait des choix qui la positionnent pour un certain type de vie. Tu as fait des choix différents. Tu veux dire de moins bons choix, dis-je d'un ton plat. Personne ne me contredit. Je regardais Marc, prête à m'excuser de l'avoir traîné là-dedans, prête à suggérer qu'on parte. Mais quand je croisais son regard, je vis quelque chose que je n'attendais pas. Du calme. Un calme absolu et déterminé. « Élodie, nous avons besoin que tu sois mature à ce sujet, » dit mon père. « Nous avons besoin que tu dises que tu comprends maintenant pour que nous puissions avancer et profiter de notre repas. » Le restaurant bourdonnait autour de nous, le murmure d'autres familles, ayant probablement des conversations normales, ne se voyant probablement pas demander d'accepter publiquement leur propre humiliation. Sarah sortait déjà son téléphone.
faisant défiler ce qui ressemblait à des tableaux Pinterest. Écoute, si tu veux, je peux te prêter ma robe de demoiselle d'honneur du mariage de ma colocataire de fac. C'est une Vera Wang. Elle est encore belle. Tu pourrais la porter? Ou juste faire une cérémonie à la mairie? Suggéra Damien en coupant son steak. Simple, efficace, pas cher, rien de mal à ça. Les yeux de ma mère brillaient, mais elle ne parla pas. Elle ne me défendit pas. Elle restait juste assise là, l'air vaguement peiné, comme si elle assistait à quelque chose de malheureux mais inévitable, comme une voiture mal garée se faisant enlever par la fourrière. Je sentais les larmes pressées derrière mes yeux. Ma gorge me faisait mal. Chaque instinct me criait de dire « Je comprends », juste pour que ça s'arrête, juste pour sortir de ce restaurant et ne plus jamais leur parler. J'ouvris la bouche et Marc se leva. Pas de manière dramatique, pas avec colère. Il se leva simplement de sa chaise avec la grâce tranquille de quelqu'un qui avait pris une décision et l'exécutait maintenant. Le mouvement attira tous les regards à la table. La fourchette de mon père s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Sarah arrêta de faire défiler son écran. Marc mit la main dans sa poche et sortit son téléphone. Sans frénésie, sans être sur la défensive, mais avec l'assurance décontractée de quelqu'un sur le point de clarifier un simple malentendu. Il regarda directement mon père. « J'ai une question avant qu'Élodie ne vous réponde, » dit Marc, sa voix calme, mais portant une sorte d'autorité qui fit changer l'atmosphère. « Voulez-vous que je dise à tout le monde ce que je fais réellement dans la vie? » Damien rit, il rit vraiment, un son sec et moqueur qui fit se retourner le couple à la table voisine. « Oh, nous y voilà, » dit-il en posant son verre de vin. « La grande révélation. Laisse-moi deviner, tu es en fait très important, tu es un entrepreneur. » Il mima des guillemets avec ses doigts, ses boutons de manchette étincelants. Tout le monde s'appelle entrepreneur de nos jours. Sarah eut un sourire en coin, se renversant dans sa chaise. « Marc, tu n'as pas besoin de nous impressionner. Nous essayons juste de comprendre à quoi ressemble l'avenir d'Élodie. C'est raisonnable, non? » Le visage de mon père s'était figé dans une expression que je connaissais bien. Une condescendance patiente. « Fils, nous n'essayons pas de t'attaquer. Nous voulons juste savoir que tu peux subvenir aux besoins de notre fille. C'est la prérogative d'un père. Marc, tu n'es pas obligé. » Je commençais, ma voix à peine un murmure. Il leva une main doucement, une demande silencieuse d'attendre. Puis il tourna l'écran de son téléphone vers la table. « Je suis le fondateur et PDG de Cloud Vault Solutions, » dit-il calmement. « Nous sommes une entreprise de cybersécurité qui fournit des services de protection de données pour les entreprises clientes. » Silence. Puis Damien renifla. « PDG, c'est un joli titre. C'est quoi l'entreprise? 5 employés travaillant dans un espace de coworking? » « 127 employés à temps plein, » répondit Marc sans inflexion. « Notre siège social est dans le quartier financier de la Défense. Nous avons aussi des bureaux satellites à Lyon et Bordeaux. » Le sourire de Sarah vacilla légèrement. « Je n'ai jamais entendu parler de Cloud Vault. » « Vous n'en auriez pas entendu parler à moins de travailler dans la sécurité d'entreprise ou les contrats gouvernementaux. » Marc dit « Nos clients incluent 17 entreprises du Fortune 500 et 3 agences fédérales. Nous préférons maintenir un profil bas. Les firmes de sécurité qui font trop de publicité deviennent souvent elles-mêmes des cibles. » La fourchette de mon père s'était complètement arrêtée maintenant. « Contrats gouvernementaux, » répéta-t-il lentement. « Ça semble ambitieux? » « Ça l'est, » confirma Marc. Marc tapa 2 fois sur son téléphone et le tourna vers Damien. « C'est l'annonce de notre levée de fonds en série C du mois dernier. Les échos l'ont couverte. » Damien se pencha, plissant les yeux vers l'écran. Je vis la couleur quitter son visage alors qu'il lisait. Il tendit la main vers le téléphone, puis s'arrêta comme s'il se rappelait que ce n'était pas à lui de le toucher. Sarah saisit le téléphone à la place, ses ongles manucurés claquant contre la coque. Ses yeux scannèrent l'article, bougeant vite, puis plus lentement. Elle leva les yeux vers Marc, puis regarda à nouveau l'écran. Ça dit. Elle déglutit. Ça dit que Cloud Vault a été valorisé à 40 millions d'euros. Ma mère émit un petit son. Mon père était assis, figé, son visage illisible. La mâchoire de Damien travailla silencieusement avant qu'il ne parvienne à dire. N'importe qui peut écrire un article. N'importe qui peut.
Vous pouvez le vérifier, dit Marc, reprenant son téléphone et affichant un autre écran. Voici notre enregistrement au registre du commerce et des sociétés. Voici notre numéro SIRET. Voici notre page sur Crunchbase avec toute l'historique de notre financement. Il fit défiler. Chaque tapotement était délibéré. Série A, 10 millions. Série B, 15 millions. Série C, 20 millions, menée par Sequoia Capital. Il tourna le téléphone pour montrer une carte de visite professionnelle, numérique, mais clairement légitime. Marc Dubois, président directeur général et fondateur CloudVault Solutions. Le visage de Sarah était devenu pâle sous son maquillage. Elle posa le téléphone avec précaution comme s'il risquait d'exploser. « Si vous souhaitez une vérification supplémentaire, continua Marc, sa voix toujours parfaitement égale. Mon avocat dîne ici ce soir. Il est assis 3 tables plus loin. » Il fit un geste subtil vers un homme distingué dans la cinquantaine, travaillant sur un ordinateur portable à une table d'angle. « Maître Laurent Kerman, du cabinet Kerman & Associés, je peux lui demander de venir si vous avez besoin d'un témoin pouvant confirmer notre structure d'entreprise et notre valorisation. » L'homme leva les yeux, croisa le regard de Marc et hocha légèrement la tête en guise de reconnaissance. « Attends. » Mon père retrouva enfin sa voix, bien qu'elle sortît plus rauque que d'habitude. « Tutti, tu connais Élodie depuis 2 ans. Tu nous as rencontrés plusieurs fois. Tu n'as jamais dit. »« Non, » admit Marc. « Je ne l'ai pas fait. » Les mains de Sarah tremblaient légèrement alors qu'elle les croisait sur la table. « Tu nous as laissé penser. Tu as délibérément. » « J'ai délibérément omis de corriger vos suppositions, » dit Marc. « Quand Élodie m'a présenté à vous la première fois, je vous ai dit que je travaillais dans la cybersécurité. C'était vrai. Vous avez supposé que cela signifiait que j'étais un technicien de support informatique ou un consultant. Je ne vous ai pas contredit parce que je voulais voir quelque chose. » Voir quoi? La voix de ma mère était à peine audible. Marc me regarda et son expression s'adoucit pour la première fois de la soirée, puis il se tourna de nouveau vers mes parents. Je voulais voir comment vous traiteriez Élodie et moi quand vous pensiez que nous n'avions pas réussi selon vos standards. Quand vous pensiez qu'elle avait choisi quelqu'un qui ne pouvait pas offrir le style de vie que vous vouliez pour elle. Il fit une pause. J'ai passé 2 ans à observer, à venir à vos dîners de famille, à écouter les commentaires sur la carrière d'Élodie, ses choix, son avenir, à entendre les comparaisons avec Sarah. « C'est manipulateur, » dit Sarah, mais sa voix manquait de conviction. « Non, » répondit Marc calmement. « C'est de l'observation. Je n'ai manipulé personne. J'ai simplement existé en tant que moi-même et je vous ai laissé me montrer qui vous étiez. » Il posa ses 2 mains à plat sur la table, sa posture irradiant, une autorité tranquille. « Et ce soir, j'ai vu exactement qui vous êtes. Vous êtes à des gens qui mesurent la valeur humaine au relevé bancaire et au titre de poste. Et des gens qui retireraient une cagnotte de mariage promise à une fille pour la donner à une autre, non pas parce qu'elle en a besoin, mais parce que vous pensez qu'elle le mérite plus. Maintenant, attends 1 minute, commença mon père. Je n'ai pas fini, dit Marc. Marc ouvrit son application de messagerie et me tendit son téléphone. Élodie, peux-tu lire le premier message? Mes mains tremblaient en le prenant. L'objet de l'email disait « Confirmé. Réservation Château de Chantilly, mariage Martin Dubois. » Je l'ouvris. C'est 2. Ma voix se brisa. Je m'éclaircis la gorge et réessayai. C'est d'Élise Chen, de l'événementiel du Château de Chantilly. Lis-le à voix haute, dit Marc doucement. S'il te plaît. Je le fis, ma voix devenant plus assurée à chaque mot. Cher Monsieur Dubois, nous sommes ravis de confirmer votre réservation du domaine de Chantilly pour le samedi 14 juin pour le mariage Martin Dubois. Comme discuté, votre forfait inclut l'usage exclusif de la grande salle de bal et des jardins. Capacité 200 personnes, orchestre de chambre de 12 musiciens, design floral par Florence Ducas, dîner de 5 plats préparés par le chef étoilé. 2 étoiles Michelin. Open bar premium avec service de sommelier. Photographie et vidéographie professionnelle par les studios Sarah Jameson. La liste continuait encore et encore. Quand j'atteignis le bas, je pouvais à peine respirer. Investissement total 70 000 €. Acompte payé en totalité. Solde dû 30 jours avant l'événement.
Je levai les yeux vers Marc. « Tu, quand as-tu? » « Il y a 6 semaines, dit-il. J'attendais le bon moment pour te faire la surprise. J'avais prévu de te le dire ce week-end, en fait. T'emmener voir le domaine. » Sa mâchoire se serra. Mais ensuite, ton père a appelé pour ce dîner et j'ai réalisé que j'avais besoin que tu vois ça, tout ça. Sarah était devenue complètement immobile, son visage figé dans une expression quelque part entre le choc et l'horreur. Damien fixait son assiette comme s'il souhaitait pouvoir disparaître dedans. Ma mère avait des larmes qui coulaient sur son visage. Mon père ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit à nouveau. « Noun. »« Si vous l'aviez su, si je vous l'avais dit, » l'interrompit Marc, « alors vous auriez mieux traité Élodie à cause de mon argent, pas parce qu'elle mérite le respect en tant qu'être humain. Je dois faire une pause ici un instant, parce que si vous vous êtes déjà assis à une table en sentant que vous n'étiez pas assez, que vous ne seriez jamais assez aux yeux des gens qui étaient censés vous aimer inconditionnellement, vous comprenez ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Si cette histoire résonne en vous, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Racontez-moi une fois où vous avez dû poser des limites avec votre famille. Vous n'êtes pas seul. Et si vous trouvez de la valeur dans cette histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, car ce qui s'est passé ensuite m'a montré quelque chose que je n'avais jamais compris avant. Laissez-moi continuer. Le visage de mon père était devenu rouge marbré. Écoutez, nous ne pouvions pas savoir. Vous nous avez trompés exprès. Je vous ai dit la vérité, dit Marc, sa voix toujours égale mais plus dure maintenant, comme de l'acier sous du velours. Chaque mot que j'ai dit était exact. Je travaille dans la cybersécurité. Je gère la protection des données. Je n'ai jamais menti. Vous avez simplement décidé que parce que je ne conduisais pas une Mercedes ou ne portais pas une Rolex, je ne devais pas valoir votre respect. Nous essayons de protéger Élodie, dit ma mère, la voix brisée. Nous ne voulions pas qu'elle galère. Vous ne la protégiez pas. Marc coupa court. Vous la punissiez parce qu'elle ne correspondait pas à votre définition du succès. Sarah retrouva enfin sa voix. C'est de la folie. Nous aimons Élodie. Nous étions juste pragmatiques. N'importe qui aurait. Aurait quoi? Marc se pencha légèrement en avant. Aurait volé une cagnotte de mariage promise à leur fille pour la donner à celle dont ils sont le plus fiers? Non, Sarah. Pas n'importe qui, juste vous. Voler est un mot fort, intervint faiblement Damien. C'est leur argent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Marc se tourna vers lui avec une expression de mépris si concentrée que Damien recula physiquement. « Et qui êtes-vous dans cette conversation ?» demanda Marc calmement. « L'homme qui vient de dire à ma fiancée qu'il n'y a pas de honte à connaître ses limites? L'homme qui a suggéré qu'elle se marie à la mairie parce qu'elle ne vaut pas une vraie cérémonie ?» La bouche de Damien s'ouvrit et se ferma sans un bruit. « Voici ce qui va se passer, » dit Marc, sortant son portefeuille et posant 3 billets de 100 € sur la table. « Cela devrait couvrir notre part du repas. Élodie et moi partons. Vous allez rester assise ici et réfléchir très attentivement au genre de personne que vous voulez être. » J'étais restée silencieuse pendant la majeure partie de tout ça, le choc gardant ma voix piégée dans ma gorge. Mais maintenant, quelque chose se brisa en moi. Je me levai. « J'ai passé 28 ans à essayer d'être assez bien pour vous, » dis-je, ma voix tremblante mais claire. Assez bien pour que papa me regarde comme il regarde Sarah, assez bien pour que maman se vante de moi auprès de ses amis, assez bien pour mériter le même amour que vous donnez à ma sœur sans avoir à le gagner. Mon père tendit la main vers moi. « Élodie, ma chérie, ne fais pas ça. » Je reculai. Je n'ai pas fini. Les larmes coulaient sur mon visage maintenant, mais je ne les essuyais pas. Qu'ils voient tout ce qu'ils avaient fait. « Papa, tu n'as pas donné cet argent à Sarah parce qu'elle en a besoin. Elle gagne presque 150 000 € par an. Tu le lui as donné parce que tu es fier d'elle. Et tu n'as jamais été fier de moi. Parce que j'ai choisi l'art plutôt que le droit. Parce que j'ai choisi l'indépendance plutôt que l'échelle corporative. Parce que je ne suis pas devenue la fille que tu voulais. » « Ce n'est pas vrai, » dit-il, mais sa voix manquait de conviction. « C'est vrai ?» Je me tournai vers ma mère. « Et tu as laissé faire. Chaque fois que papa me comparait à Sarah, chaque fois qu'il dénigrait mon travail, chaque fois qu'il me faisait me sentir petite, tu restais juste là. Tu ne m'as jamais défendue. Pas une seule fois. » Maman pleurait ouvertement maintenant. « Élodie, je suis tellement désolée. »
Je n'ai pas besoin de tes excuses là tout de suite, dis-je. J'ai besoin que vous sachiez que j'ai fini. J'ai fini d'essayer de faire mes preuves auprès de gens qui ont déjà décidé que je ne valais pas leur respect. Je regardais Sarah, qui ne pouvait pas croiser mon regard. « Je ne serai pas à ton mariage, » lui dis-je. « Et tu ne seras pas invité au mien. » Marc se leva et plaça sa main dans le bas de mon dos. Doux, rassurant. « Nous partons maintenant. » Élodie, attends. Sarah tendit la main vers mon bras. Je me dégageai. « Ne me touche pas. »« On peut en parler, » implora-t-elle. « Et on peut arranger ça. » « Il n'y a rien à arranger, » dis-je. « Tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec. » Marc me guida vers la sortie, sa présence solide à mes côtés. Alors que nous passions devant la table où son avocat était assis, l'homme distingué leva les yeux et croisa le regard de Marc. « Maître Kerman, » dit Marc avec un léger signe de tête. « Marc. » La voix de l'avocat était chaleureuse. « Je suppose que tout se déroule comme prévu. »« Parfaitement, » répondit Marc. « Je vous appellerai lundi pour envoyer la documentation formelle. » Bien sûr. Mademoiselle Martin, il me fit un signe de tête respectueux. « Félicitations pour votre mariage à venir. » Je parvins à murmurer un merci tremblant avant que Marc ne m'emmène dehors. L'air frais du soir frappa mon visage comme une bénédiction. Je restai sur le trottoir, respirant profondément, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Derrière nous, à travers les grandes vitres du restaurant, je pouvais voir ma famille toujours assise à table. Ma mère avec son visage dans ses mains, mon père fixant le vide. Sarah et Damien dans ce qui ressemblait à une intense conversation chuchotée. « Est-ce que ça va ?» demanda Marc doucement. Je le regardais, cet homme que je croyais connaître, qui venait de se révéler être quelqu'un d'entièrement différent tout en restant exactement la même personne dont j'étais tombée amoureuse. « Je ne sais pas, » admis-je. « Demande-moi plus tard. » Sa voiture, remarquai-je pour la première fois, n'était pas la berline modeste que j'imaginais. C'était une Tesla, modèle S, noire et élégante, garée à une place premium près de l'entrée. Bien sûr que c'en était une. Marc ouvrit la portière passager pour moi. Rentrons à la maison. L'intérieur de la Tesla était silencieux, à l'exception du doux bourdonnement du moteur électrique. Siège en cuir, toit panoramique en verre, un tableau de bord qui ressemblait à quelque chose sorti d'un vaisseau spatial. J'étais montée dans cette voiture des dizaines de fois, et d'une manière ou d'une autre, je n'avais jamais réalisé ce que cela signifiait. Comment avais-je pu être si aveugle? « Pourquoi tu ne me l'as pas dit? » demandai-je finalement, ma voix petite dans l'obscurité. Marc garda les yeux sur la route, mais je vis ses mains se resserrer légèrement sur le volant. À propos de Cloud Vault, à propos de tout, l'entreprise, l'argent, les 40 millions d'euros, Marc, ce n'est pas exactement un détail mineur. Il resta silencieux un long moment, naviguant dans le trafic parisien avec l'aisance de quelqu'un qui avait conduit dans ces rues 1000 fois. « J'avais besoin que tu les vois clairement, » dit-il finalement. « Si je te l'avais dit au début, ou même il y a 6 mois, tu aurais douté. Tu te serais demandé si ta famille avait peut-être raison, si peut-être ils s'inquiétaient juste des finances et changeraient d'avis une fois qu'ils sauraient que j'avais réussi. Mais, et ils auraient changé, continua Marc. Au moment où ils auraient su que j'avais de l'argent, ils auraient été chaleureux et accueillants. Ton père m'aurait tapé dans le dos et m'aurait appelé fiston. Ta mère m'aurait assis en bout de table. Sarah aurait soudainement voulu des doubles rendez-vous. Je savais qu'il avait raison. Je détestais ça, mais je le savais. Mais ça n'aurait pas été réel, chuchotai-je. Non, ça n'aurait pas été réel. Il me jeta un coup d'œil, ses yeux doux dans la lueur du tableau de bord. J'avais besoin que tu vois que leur rejet ne concernait pas mon manque de succès. Cela concernait leur valeur, la façon dont ils mesurent la valeur humaine. Et j'avais besoin que tu le vois si clairement que tu ne puisses plus jamais douter de toi. Raconte-moi pour Cloud Vault, dis-je. La vraie histoire. Marc s'engagea sur le périphérique, les lumières de la ville défilant. Je l'ai lancé il y a 6 ans, juste après mon master à Polytechnique, juste moi et 2 amis de l'école travaillant dans un appartement exigu. Nous avons vu une lacune dans le marché. Les petites et moyennes entreprises avaient besoin d'une sécurité de niveau entreprise, mais ne pouvaient pas se permettre les grandes firmes. 6 ans, je répétais, ensemble depuis 2 ans.
Au moment où je t'ai rencontré, nous avions déjà passé la levée de fonds série A et avions 60 employés. Nous grandissions vite, presque trop vite. Je travaillais 81 heures par semaine, je dormais dans mon bureau, je vivais de café et de stress. J'essayais de l'imaginer et je n'y arrivais pas. Le Marc que je connaissais était calme, présent, jamais pressé. C'est pour ça que j'ai commencé à prendre du recul, continua-t-il. J'ai embauché une équipe de direction solide, délégué les opérations, créé des systèmes pour que l'entreprise puisse fonctionner sans que je microgère chaque décision. Je voulais une vie, pas juste une entreprise. Et puis je t'ai rencontré. Sa voix s'adoucit. Dans ce café à Belleville, tu te souviens? Tu travaillais sur un logo pour cette boulangerie et tu avais des taches de marqueur sur les doigts. Je m'en souvenais. J'avais renversé son café en attrapant ma trousse. J'avais été si mortifiée, m'excusant profusément alors qu'il riait juste et m'aidait à nettoyer. Je t'ai dit que je travaillais dans la cybersécurité et tu as demandé si j'aimais ça, dit Marc. Pas combien je gagnais, pas quel était mon titre, pas si c'était prestigieux. Tu as demandé si j'aimais ça. Tu étais la première personne en 3 ans à me demander ça. Mon téléphone vibra, puis encore, puis une 3e fois. Je le sortis. 17 messages. Sarah, ma mère, même mon père. Je l'éteignis. Que voulait dire ton avocat par documentation formelle? Demandai-je. Demandai-je. Marc entra dans le parking de notre immeuble, sauf que maintenant je remarquais que ce n'était pas notre place habituelle au niveau 3. Il avait une place réservée au niveau 1, juste à côté de l'ascenseur. Une pancarte indiquait « Réservé du bois ». Laurent va envoyer à ta famille une communication officielle, dit Marc, en garant la voiture. Elle inclura la vérification du statut de Cloud Vault, les statuts de la société, notre numéro SIRET, des liens vers les articles de Forbes et les Échos, mon profil LinkedIn. Tout ce qui prouve que ce soir n'était pas du bluff. « Pourquoi ?» demandai-je. « Pourquoi faire tout ça ?» Il se tourna complètement vers moi. « Parce qu'ils vont se réveiller demain matin et se convaincre que c'était une exagération. Ton père décidera que j'exagérais la valeur de l'entreprise. Sarah se dira que je frimais avec de faux documents. Ils rationaliseront, rejetteront ça, et dans une semaine, ils recommenceront à te traiter exactement de la même manière. » La certitude dans sa voix me glaça le sang. Mais s'ils reçoivent une documentation officielle d'un cabinet d'avocats, pas de moi, mais d'un tiers indépendant, ils ne peuvent pas faire semblante. Ils devront faire face à ce qu'ils ont fait. « Et les détails du mariage ?» demandai-je. « Pourquoi inclure ça ?» Marc se pencha et prit ma main. « Parce que je veux qu'ils sachent vraiment profondément que tu vas avoir le mariage de tes rêves. Pas parce que j'essaie de frimer, mais parce que tu le mérites. Chaque fleur, chaque note de musique, chaque repas parfaitement cuisiné. Tu mérites tout ça. » Marc. Je ne trouvais pas les mots. « Il y a une chose de plus dans la lettre, » dit-il doucement. « Une condition. » Quelle condition? Si l'un d'eux veut assister à notre mariage, il doit envoyer une lettre d'excuse manuscrite, une vraie, expliquant exactement ce pourquoi il s'excuse et comment il prévoit de changer. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'à notre appartement en silence. Marc déverrouilla la porte. Notre modeste 2 pièces semblait soudain différent, comme si je le voyais pour la première fois. L'équipement coûteux prenait tout son sens maintenant. Les meubles de qualité que je pensais que nous avions eus en solde, le loyer pour un endroit dans un quartier qui n'était en transition, que si vous ne faisiez pas attention au parking Tesla et à l'épicerie bio au coin de la rue. Je rallumai mon téléphone, les messages affluèrent. « Sarah, Élodie, on doit parler, appelle-moi s'il te plaît. Sarah, je sais que tu es énervée, mais tu es déraisonnable. Sarah, comment as-tu pu nous humilier comme ça en public? Maman, ma chérie, s'il te plaît, réponds. Maman, je suis tellement désolée, je n'ai jamais voulu te blesser. Maman, je sais que j'aurais dû dire quelque chose. Maman, je sais que j'aurais dû te protéger. Maman, on peut se voir pour un café demain, juste nous deux. Papa, Élodie, je pense que nous devons tous nous asseoir et discuter de la situation calmement. Papa, ta mère est très contrariée. Papa, tu dois l'appeler. Papa, nous sommes tes parents, nous méritons le respect même quand nous faisons des erreurs. Je l'ai lu à haute voix à Marc, qui préparait du thé dans notre petite cuisine. Il ne se retourna pas, continua juste à remplir la bouilloire.
Tu remarques quelque chose? Demanda-t-il. Je l'ai relu. Sarah ne s'est pas vraiment excusée. Moi, papa pense qu'il s'agit de lui méritant le respect. Seule maman. Je marquai une pause. Seule maman a dit qu'elle était désolée. Ta mère se sent coupable, dit Marc en apportant 2 tasses sur la table basse. Ton père se sent manqué de respect et Sarah se sent humiliée. Dois-je répondre? Pas ce soir. Il s'installa à côté de moi sur le canapé. Ce soir, tu te reposes. Demain, après avoir eu le temps de penser clairement, tu décideras ce que tu veux faire. Pas ce qu'ils veulent, pas ce que je veux, ce que toi tu veux. Une semaine plus tard, Lauren Kerman envoya l'email. J'avais passé cette semaine dans un brouillard étrange, travaillant sur les projets clients, évitant les appels, lisant et relisant les messages de ma famille sans répondre. Marc avait été patient, présent, mais pas insistant, s'assurant que je mangeais et dormais, et que je ne sombrerais pas dans le doute de soi qui avait été mon compagnon constant pendant 28 ans. Quand l'email partit, Marc m'en transféra une copie. De Maître Laurent Kerman, cabinet Kerman & Associés à Robert Martin, Linda Martin, Sarah Martin. Objet, clarification concernant Marc Dubois. Référence professionnelle et détails du mariage. Cher Monsieur et Madame Martin, chère Mademoiselle Martin, j'écris au nom de mon client, Marc Dubois, pour fournir une vérification formelle des informations discutées lors de votre dîner de famille, le date. Vérification professionnelle, M. Dubois est le fondateur et président-directeur général de Cloud Vault Solutions SAS, une société spécialisée dans la cybersécurité d'entreprise. Les références de l'entreprise incluent le numéro CIRET, une valorisation actuelle de 40 millions d'euros, une levée de fonds série C en octobre 2024, un effectif de 127 employés à temps plein, un portefeuille client de 17 entreprises Fortune 500 et 3 contrats d'agence fédérale. Vous trouverez ci-joint les statuts de la société, l'article de Forbes du 15 octobre 2024, la couverture de TechCrunch du 18 octobre 2024 et le profil LinkedIn vérifié de M. Dubois. Plus de 200 relations. Détail du mariage. M. Dubois a organisé une célébration de mariage pour Mlle Élodie Martin au château de Chantilly le 14 juin 2025. Investissement total 70 000 €. Ceci a été entièrement financé par M. Dubois personnellement. Concernant la présence, M. Dubois et Mlle Martin étendent les invitations à la condition suivante. Tout membre de la famille souhaitant assister doit soumettre une lettre d'excuse manuscrite à Mlle Martin avant le 1er mai 2025. Cette lettre doit spécifiquement aborder 1. Quelles actions, mots, vous excusez? 2. Comment ces actions ont affecté Mlle Martin? 3. Quelles mesures vous prendrez pour changer votre comportement à l'avenir? Ceci n'est pas conçu comme une punition, mais comme une opportunité pour une véritable guérison et réconciliation. Le couple croit que les relations familiales doivent être construites sur le respect mutuel et non sur l'obligation financière. Respectueusement, Maître Laurent Kerman. La lettre de maman arriva en 3 jours. Elle était écrite sur son papier à lettres personnelles, papier couleur crème avec ses initiales en relief en haut, et courait sur 3 pages de son écriture soignée d'enseignante. Chère Élodie, j'écris et réécris cette lettre depuis 2 jours, jetant brouillon après brouillon parce que rien ne semble adéquat pour ce que je dois dire. Je suis désolée. Je suis si profondément, si sincèrement désolée. Je suis désolée pour chaque fois que ton père t'a comparée à Sarah et que je suis restée silencieuse. Je suis désolée pour chaque commentaire dédaigneux sur ta carrière que j'ai laissé passer. Je suis désolée de ne pas t'avoir défendue, de ne pas t'avoir protégée, de ne pas m'être levée pour toi comme une mère le devrait. Tu m'as demandé à ce dîner pourquoi je restais juste là, et tu avais raison. Je suis toujours restée juste là. J'ai laissé la voix de ton père devenir la plus forte dans la maison, et j'ai laissé les réussites de Sarah devenir la mesure par laquelle tout le reste était jugé. Je me suis convaincue que je maintenais la paix, mais je prenais juste le chemin de la facilité. Tu méritais mieux. Tu méritais une mère qui voyait ton talent, ton indépendance, ta gentillesse, ta force. Tu méritais une mère qui te célébrait pour qui tu es, pas pour qui je souhaitais que tu sois.
Je ne sais pas si je peux changer complètement. J'ai 58 ans et je suis cette personne depuis longtemps. Mais je veux essayer. Je veux apprendre à parler. Je veux apprendre à te voir clairement. À apprécier la femme remarquable que tu es devenue, malgré le fait d'avoir grandi dans une maison qui n'a pas nourri tes dons. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé, même quand j'ai échoué à le montrer des manières inquiétantes. Si tu me le permets, j'aimerais essayer d'être la mère que tu méritais depuis le début. Avec amour, maman. J'ai pleuré en la lisant, pas les larmes amères du restaurant, mais quelque chose de plus doux, de plus triste et peut-être, juste peut-être, plein d'espoir. Sarah n'a pas envoyé de lettre. Elle s'est présentée à mon appartement 2 semaines après l'email. Sans prévenir, j'ai failli ne pas la laisser entrer. Ma main était sur la porte, ne la tenant qu'à moitié ouverte, quand elle a dit « S'il te plaît, 5 minutes ». Contre mon meilleur jugement, je me suis écartée. Elle est entrée dans notre salon en ayant l'air diminué d'une certaine manière, malgré son trench Burberry et sa coiffure parfaite. Elle est restée maladroitement près du canapé, ne s'asseyant pas jusqu'à ce que je lui fasse signe sèchement de le faire. « Je ne peux pas écrire cette lettre », a-t-elle dit sans préambule. « Alors tu ne peux pas venir au mariage. » « Élodie, ce n'est pas juste, nous sommes sœurs. La famille ne s'abandonne pas. » « Tu as raison. » Je l'ai interrompue. « La famille ne s'abandonne pas, mais tu l'as fait à plusieurs reprises. » Elle a tressailli. J'étais juste, je ne réalisais pas. Réaliser quoi? Que j'avais des sentiments? Que d'être constamment comparée à toi me détruisait? Que prendre ma cagnotte de mariage me blesserait? Papa a pris cette décision, et tu l'as acceptée joyeusement. J'ai gardé ma voix égale, canalisant le calme de Marc. Tu n'as pas dit « Papa, ce n'est pas juste. » Tu n'as pas dit qu'Élodie méritait cet argent aussi. Pas, tu as dit merci et tu as commencé à planifier ton mariage à Ferrières. Le maquillage parfaitement appliqué de Sarah ne pouvait cacher la rougeur qui montait à son cou. « Charles, tu vas vraiment me faire ramper, écrire une lettre humiliante comme si j'étais une enfant punie? Ce n'est pas une question d'humiliation, dis-je doucement. C'est une question de responsabilité. C'est une question de comprendre réellement ce que tu as fait et pourquoi c'était mal. Mais tu ne le comprends pas, n'est-ce pas? Même maintenant, tu penses que c'est une question d'orgueil? Je ne vais pas m'excuser par écrit comme une sorte de criminelle, dit-elle en se levant. C'est ridicule. Nous sommes des adultes. Alors je suppose que nous avons fini ici. Elle m'a fixée, attendant que je cède comme je l'avais toujours fait. Je ne l'ai pas fait. La réponse de papa est arrivée par email, pas par lettre manuscrite. Objet, demande d'excuses. Élodie, j'ai beaucoup réfléchi à cette situation. Je m'excuse si tu t'es sentie blessée par notre discussion familiale sur les fonds de mariage. Ce n'était jamais notre intention. Ta mère et moi essayions simplement de prendre une décision pratique basée sur les informations dont nous disposions à l'époque. Cependant, je dois dire que je suis troublée par la façon dont cela a été géré. Exiger des excuses écrites comme condition pour assister à ton mariage est franchement manipulateur. Cela ressemble à une punition plutôt qu'à une réconciliation. Je suis ton père, et bien que j'aie pu commettre une erreur de jugement, je mérite d'être traitée avec respect. Je pense que ce qui serait plus productif, c'est que nous nous asseyions tous ensemble, toi, moi, ta mère, Sarah et Marc, et que nous discutions de cela comme des adultes matures. Nous pouvons dépasser ce malentendu et reconstruire notre relation sans ce genre d'ultimatum. Je suis prêt à oublier l'embarras au restaurant si tu es prête à reconsidérer ces conditions sévères que tu as fixées. Fais-moi savoir quand tu seras prête à parler raisonnablement. Papa, je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai montré à Marc. Si tu t'es senti blessé, lut Marc à voix haute. Je suis prêt à oublier l'embarras. Pas une seule excuse sincère dans tout le message. Il ne comprend toujours pas, dis-je, me sentant à la fois triste et soulagée. Il pense que c'est une question d'ego, de contrôle, de qui mérite le respect. Veux-tu répondre? J'y ai réfléchi un long moment, puis j'ai tapé une seule phrase. La lettre doit être manuscrite et doit répondre aux exigences décrites par Maître Kerman. Ces conditions sont maintenues. Je n'ai pas signé. Pas de « je t'aime » ou « ta fille », juste envoyé. Papa n'a pas répondu. Damien, comme on pouvait s'y attendre, n'a rien envoyé du tout.
En l'espace d'un mois, j'ai entendu par des connaissances communes que lui et Sarah avaient mis fin à leur relation. Apparemment, ils ne voulaient pas être impliqués dans des drames familiaux. Je veux faire une pause ici, encore une fois, parce que c'est là que tant d'entre nous luttent. Quand la famille refuse de prendre ses responsabilités, quand ils transforment leurs blessures en colère et leur culpabilité en attitude défensive, il est tentant de céder, de dire « c'est bon, ça n'en vaut pas la peine » et d'accepter le même traitement que vous avez toujours reçu. Si vous avez déjà eu à maintenir une limite avec votre famille, vraiment la maintenir même quand ils se sont battus contre, s'il vous plaît, partagez votre histoire dans les commentaires. Comment avez-vous trouvé la force? Et si cela résonne en vous, appuyez sur ce bouton d'abonnement parce que ce qui s'est passé ensuite m'a appris que les limites ne sont pas des murs, ce sont des fondations pour quelque chose de mieux. Laissez-moi continuer avec comment ma vie a changé après cette décision. Quelque chose a changé en moi après que j'ai arrêté d'attendre l'approbation de ma famille. Mon travail client, qui avait toujours été solide, a soudainement prospéré. Je n'étais pas sûre si je travaillais mieux ou si je m'inquiétais juste moins, mais les projets qui me prenaient des jours coulaient maintenant en quelques heures. Une start-up de mode éthique pour laquelle j'avais fait l'image de marque m'a recommandé à 2 autres entreprises, puis ces entreprises m'ont recommandé à d'autres. En un mois, j'avais une liste d'attente. « Tu es plus confiante », observa Marc un soir, me regardant finaliser un logo. « Tu prends des décisions plus vite, tu ne te remets pas en question. » Il avait raison. J'avais dépensé tellement d'énergie à essayer de prouver ma valeur à des gens qui ne la verraient jamais que j'avais miné mon propre travail. Maintenant, libérée de ce poids, je créais comme j'avais toujours voulu le faire. Audacieuse, instinctive, sans excuse. L'une de mes nouvelles clientes était une femme nommée Jeanne Martinez, qui avait fondé une association aidant d'autres femmes à lancer des entreprises freelance. « J'adore ton style », m'a-t-elle dit lors de notre appel de lancement. « C'est authentique, ça n'essaie pas d'être quelque chose que ce n'est pas. » Le commentaire m'a fait marquer une pause. « Merci », dis-je. « Ça signifie plus que vous ne le pensez. »« Envisagerais-tu d'enseigner ?» demanda Jeanne. Nous cherchons toujours des personnes pour animer des ateliers sur le branding et le design. Je n'y ai jamais pensé, admis-je. Pense-y, encouragea-t-elle. Tu as un don et tu as une histoire. Les femmes ont besoin d'entendre des gens comme toi. Des gens qui ont choisi leur propre chemin malgré la pression d'être quelqu'un d'autre. Après l'appel, je suis restée assise à mon bureau pendant un long moment, fixant mon portfolio. 12 ans de travail, des centaines de projets, tout fait à ma façon selon mes termes. Même quand les gens me disaient que je devrais faire autre chose. Peut-être que j'avais quelque chose à enseigner. Planifier le mariage avec Marc ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. J'avais imaginé des mois de stress, des tableurs de budget, des compromis et des coupes. Au lieu de cela, notre réunion avec Élise au château de Chantilly ressemblait à entrer dans un rêve que je ne savais pas avoir le droit de faire. Le domaine s'étendait sur des hectares de jardins manucurés, à 45 minutes de Paris. Le château principal datait du 19e siècle, tout en pierre et en histoire. La grande salle de bal avait des plafonds vertigineux avec des lustres en cristal, des portes-fenêtres qui s'ouvraient sur des jardins en terrasse et une intimité malgré sa taille. « C'est ici que vous ferez votre première danse », expliqua Élise, nous guidant à travers l'espace. L'orchestre de chambre sera installé ici. Florence place généralement les arrangements dramatiques, les grands centres de table sur le pourtour, avec des roses de jardin plus basses sur les tables pour que les invités puissent se voir. Je pouvais à peine le traiter. « Des Florence Ducas fait vraiment nos fleurs? »« Oui, » confirma Marc en serrant ma main. Je lui ai montré certains de tes travaux de design. Elle a dit que toute femme avec cet œil pour la couleur et la composition apprécierait sa vision. Marc, c'est trop. Ce n'est pas trop, dit-il fermement. C'est que tu mérites. C'est que je veux te donner. 3 semaines plus tard, maman a demandé si elle pouvait venir voir le lieu. J'échangeais des SMS avec elle, des messages courts et au début, puis progressivement plus longs. Elle m'avait demandé des nouvelles de mon travail, des plans de mariage, de comment je me sentais. Elle n'a jamais cherché d'excuses pour papa ou Sarah. Elle écoutait juste. « J'aimerais bien, lui dis-je. »« Juste toi, cependant. »« Juste moi, confirma-t-elle rapidement. »« Je comprends.
Quand elle entra dans la salle de bal du château et vit ce que Marc avait organisé, elle pleura. « Oh, Élodie, oh, ma chérie, c'est parfait. C'est absolument parfait. »« Tu le penses vraiment? »« Je pense que tu vas être la plus belle mariée, » dit-elle, me serrant fort dans ses bras. « Et je suis tellement honorée que tu me laisses être là. » Le 14 juin arriva avec un ciel bleu sans nuages et un soleil matinal qui rendait les jardins du château dorés. Je me réveillai dans la suite nuptiale, une chambre avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur les roseries que l'équipe de Florence embellissait depuis l'aube. Ma robe de mariée était suspendue près de la fenêtre. Soie charmeuse, lignes épurées, dentelle délicate aux épaules. J'avais croqué le design moi-même, puis travaillé avec une couturière à Paris pour lui donner vie. Simple, élégante, mienne. Jeanne arriva à 9 heures pour m'aider à me préparer. Elle était devenue une amie proche au cours des derniers mois, et quand je lui avais demandé d'être mademoiselle d'honneur, elle avait pleuré. « Je serais honorée », avait-elle dit. Vraiment honorée. Maman arriva à 10 heures portant une petite boîte. « C'était à ma mère, dit-elle, l'ouvrant pour révéler des boucles d'oreilles en perles. Je les ai portées à mon mariage. Sarah les a portées à. Eh bien, j'aimerais que tu les aies si tu le veux. Je les mis. Elles sont parfaites. » À midi, 80 invités étaient arrivés. Amis, collègues, quelques partenaires commerciaux de Marc, la communauté de l'association de Jeanne. Des gens qui se souciaient vraiment de nous. Des gens qui avaient choisi d'être là, pas par obligation, mais par amour. L'absence de Sarah ressemblait à un soulagement, pas à une perte. L'absence de papa semblait attendue. Triste peut-être, mais pas surprenante. À 13h30, l'orchestra de chambre commença à jouer. Jeanne me tendit mon bouquet. Roses de jardin, pivoine et pois de senteur dans des tons doux de blush et de crème. « Prête ?» demanda-t-elle. Je regardais le long de l'allée vers Marc, qui se tenait à l'autel, me regardant avec une expression de pure joie. Prête. J'ai marché le long de cette allée. Passé des amis qui souriaient et pleuraient, passé ma mère qui serrait son mouchoir à 2 mains, passé des compositions florales qui appartenaient à un musée. J'ai ressenti quelque chose que j'avais rarement expérimenté dans ma vie. De la certitude. Marc prit mes mains quand je le rejoignis et l'officiant commença. Mais j'entendais à peine les mots traditionnels. J'étais trop concentrée sur le visage de Marc, sur la façon dont il me regardait comme si j'étais la seule personne au monde qui comptait. Quand vint le moment de nos vœux personnels, Marc commença. « Élodie, dit-il, sa voix stable, mais émue. Je promets de toujours te voir, non pas à travers les yeux de quelqu'un d'autre, non pas à travers les définitions de succès de la société, mais à travers mon propre cœur. Tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais connue, pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de qui tu es. Ta créativité, ta résilience, ta capacité à aimer, même quand tu n'étais pas aimé comme tu le méritais. Je promets de passer chaque jour de notre vie ensemble à m'assurer que tu connaisses ta valeur. » Je pleurais avant qu'il ait fini. Quand ce fut mon tour, je réussis tant bien que mal à parler. « Marc, tu m'as appris que l'amour n'est pas quelque chose que je dois gagner. Tu m'as montré que j'étais toujours assez, que j'étais toujours digne, même quand je ne pouvais pas le voir moi-même. Tu m'as donné le plus beau cadeau que l'on m'ait jamais donné, le courage de me choisir moi-même. Je promets de t'aimer avec cette même acceptation inconditionnelle. Je promets de te voir. Je promets de te choisir chaque jour. » Nous échangeâmes les alliances, de simples anneaux en platine gravée de notre date de mariage. « Je vous déclare mari et femme, » dit l'officiant, rayonnant. « Vous pouvez vous embrasser. » Et nous l'avons faite. La réception était tout ce que je ne m'étais jamais permis de rêver. Le repas de 5 plats, du chef étoilé, était de l'art sur assiette. Coquilles Saint-Jacques poêlées au beurre blanc safrané, bœuf wagyu avec réduction à la truffe. Les invités s'extasiaient à chaque plat, et je me suis surprise à rire de pure joie. Le gâteau, 5 étages au champagne et fleurs de sureau décorées de fleurs fraîches assorties à mon bouquet, était presque trop beau pour être coupé. « Presque », chuchota Marc en me tendant le couteau à gâteau. Pendant le dîner, Jeanne se leva pour porter un toast. « Je connais Élodie depuis moins d'1 an, dit-elle, mais durant ce temps, je l'ai vue se transformer. Pas parce qu'elle a changé qui elle était, mais parce qu'elle a finalement arrêté de s'en excuser.
C'est la designer la plus talentueuse que je connaisse. Et plus important encore, c'est l'une des meilleures personnes que je connaisse. Marc, tu es un homme chanceux? Je sais, dit Marc, levant son verre vers moi. Plus tard, maman s'approcha de notre table. Puis-je? demanda-t-elle, désignant la chaise vide à côté de moi. Bien sûr. Elle s'assit, lissant sa robe, un fourreau bleu marine simple mais élégant qu'elle avait clairement choisi avec soin. Je veux que tu saches, dit-elle doucement, que c'est le plus beau mariage auquel j'ai jamais assisté. Pas à cause du lieu, ou de la nourriture, ou des fleurs, bien qu'ils soient tous magnifiques, mais parce que c'est vrai. Parce que tout le monde ici vous aime tous les deux pour qui vous êtes vraiment. Merci, maman, dis-je, le pensant vraiment. Merci à toi, répondit-elle, de m'avoir donné une autre chance. La lettre arriva 3 jours après le début de notre lune de miel en Toscane. Marc et moi séjournions dans une villa convertie dans la région du Chianti, entourée de vignobles et d'oliveresses, et du genre de calme qui vous rappelle ce qu'était la paix. Nous passions nos journées à explorer des villages médiévaux perchés, nos soirées sur la terrasse avec du vin et du fromage, parlant de tout et de rien. Le personnel de l'hôtel fit suivre notre courrier. Parmi les cartes de félicitations se trouvait une enveloppe épaisse avec l'écriture de Sarah. Je la fixai pendant 1 minute entière avant de l'ouvrir. « Chère Élodie, je sais que cette lettre arrive trop tard. Tu es déjà mariée et je n'étais pas là, et c'est ma faute. Je n'écris pas ceci pour demander pardon ou pour essayer d'être invitée à un futur événement. Je l'écris parce que j'ai besoin de dire ces choses, que tu me reparles un jour ou non. Je suis désolée. Je suis désolée d'avoir pris cet argent de mariage. Je suis désolée pour chaque comparaison, chaque commentaire dédaigneux, chaque fois que je t'ai fait sentir inférieure. J'étais tellement concentrée sur ce que j'accomplissais que je ne me suis jamais arrêtée pour penser à ce que je détruisais. Damien m'a quitté 2 semaines après ce dîner au Fouquet's. Il a dit qu'il ne voulait pas gérer de drames familiaux. Mais la vérité est qu'il a vu ce que j'étais prête à faire à ma propre sœur et ça l'a dégoûté. Il avait raison de partir. J'ai passé les 4 derniers mois en thérapie, Élodie, à y aller vraiment, pas juste à y penser. Et j'apprends quelques des choses sur moi-même qui sont dures à affronter. J'ai construit toute mon identité autour du fait d'avoir du succès selon la définition de papa, d'être la bonne fille, d'être impressionnante. Et quelque part dans le chemin, j'ai oublié comment être une bonne personne. Je ne sais pas si tu voudras un jour avoir une relation avec moi à nouveau, mais je veux que tu saches que je te vois maintenant. Je vois ce que je ne pouvais pas voir avant, que c'était toi, la courageuse depuis toujours. Tu as choisi ton propre chemin quand j'avais trop peur de faire autre chose que suivre le script. Je suis fière de toi. J'aurais dû dire ça il y a des années, avec amour et un remords sincère, Sarah. Je lus la lettre 3 fois, puis la tendis à Marc. Il la lut en silence, son expression pensive. Quand il eut fini, il la plia soigneusement et me la rendit. « Comment te sens-tu? » « Je ne sais pas, admis-je. Nous étions assis sur la terrasse, le coucher de soleil toscane peignant le ciel de nuances roses et or. Une partie de moi veut la croire. Une partie de moi pense que c'est trop commode, qu'elle ne s'est excusée qu'après avoir fait face aux conséquences. « Les deux peuvent être vrais, dit Marc. Elle peut sincèrement changer, et ça peut n'être arrivé que parce qu'elle a perdu quelque chose qu'elle valorisait. » Je traçai le bord de la lettre avec mon doigt. « Elle est en thérapie, c'est bien. Damien l'a quittée. »« C'est compliqué, dit Marc prudemment. Je ne vais pas faire semblant d'être désolée qu'il soit parti. Mais je suis désolée qu'elle ait dû perdre quelque chose pour commencer à examiner son comportement. Est-ce que je réponds? » Marc se pencha et prit ma main. « Pas maintenant, pas pendant notre lune de miel. Quand on rentrera à la maison, quand tu auras eu le temps de digérer, tu pourras décider quel genre de relation. Si tu en veux une, tu veux avec elle. Il n'y a pas de délai pour le pardon, Élodie, et il n'y a pas d'obligation non plus. » Je posai ma tête sur son épaule. « Qu'est-ce que tu ferais? »« J'attendrai, dit-il. Je laisserai du temps. Je verrai si ces actions correspondent à ces mots au cours des 6 prochains mois de l'année prochaine, et ensuite je déciderai. Mais ça, c'est moi. Tu dois faire ce qui te semble juste pour toi. »« Je ne veux pas être cruelle, dis-je doucement. Tu n'es pas cruelle. Tu te protèges. Il y a une différence. » Nous restâmes assis en silence alors que le soleil descendait plus bas.
Quelque part au loin, des cloches d'église sonnaient claires et fort dans l'air du soir. « Quoi que tu décides, » ajouta Marc, « je te soutiens. Si tu veux reconstruire quelque chose avec Sarah éventuellement, je serai là. Si tu ne veux pas, je serai là aussi. » 6 mois après notre mariage, je me tenais devant 23 femmes dans une salle de classe de l'association de Jeanne, sur le point d'enseigner mon premier atelier. Dessinez votre valeur. Construire une entreprise créative selon vos propres termes. La salle était pleine de femmes comme je l'avais été, talentueuses, incertaines, luttant pour croire qu'elles pouvaient gagner leur vie en faisant ce qu'elles aimaient, tandis que les gens autour d'elles suggéraient de trouver de vrais boulots. Je m'appelle Élodie Dubois, commençai-je, et même dire mon nom de femme mariée me donnait encore un petit frisson. Il y a 5 ans, mon père m'a demandé quand j'allais prendre mon avenir au sérieux. Il ne considérait pas le design graphique comme une vraie carrière, et pendant longtemps, je l'ai cru. Je vis de la reconnaissance sur plusieurs visages. Je ne suis pas là pour vous dire que vous deviendrez toute millionnaire en faisant ce que vous aimez. Ce n'est pas réaliste et ce n'est pas le but. Je suis là pour vous dire que vous pouvez construire une carrière durable et significative en faisant un travail créatif. Mais d'abord, vous devez croire que vous le méritez. L'atelier dura 3 heures. Nous avons couvert les structures de prix, les contrats clients, le développement de portefeuille et le marketing, mais nous avons aussi parlé du syndrome de l'imposteur, de la pression familiale, de la différence entre la stabilité financière et l'approbation financière. Pendant la pause, une jeune femme nommée Amélie s'approcha de moi. « Je peux vous demander quelque chose de personnel? » « Bien sûr. Comment avez-vous arrêté de vous soucier de ce que pensait votre famille? » Je considérais la question attentivement. « Je n'ai pas arrêté de m'en soucier, dis-je finalement. Mais j'ai commencé à me soucier davantage de ce que je pensais moi, et j'ai épousé quelqu'un qui voyait ma valeur, même quand je ne pouvais pas la voir moi-même. Ça m'a aidé à apprendre à la voir aussi. « Regrettez-vous d'avoir choisi cette voie? » demanda-t-elle, même avec toutes les difficultés. « Pas une seconde, dis-je, et je le pensais complètement. » Un an après ce dîner au Fouquet's, Marc et moi étions assis sur le balcon de notre nouvel appartement, un 3 pièces dans un immeuble avec de vrais équipements, encore modestes selon ses standards, mais luxueux selon les miens, et parlions de l'avenir. Mon cours de design avait grandi à plus de 500 étudiants inscrits. Maman et moi prenions un café toutes les deux semaines. Sarah et moi avions échangé quelques emails prudents, rien de profond encore, mais civils, respectueux. Papa n'avait toujours pas fait de signe. J'avais arrêté d'espérer qu'il le fasse. « Regrettes-tu? » demandai-je à Marc. « La façon dont tu as géré tout ça, en restant silencieux si longtemps. » Il y réfléchit, faisant tourner le vin dans son verre. « Non, parce que si j'avais tout révélé plus tôt, tu ne les aurais pas vus clairement. Tu te serais toujours demandé s'ils t'auraient mieux traité si seulement tu avais eu plus de succès. Ou si seulement ils avaient su pour moi, ou si seulement tu avais mieux expliqué. Maintenant, tu connais la vérité. Leur traitement envers toi n'a jamais concerné ta valeur. Cela concernait leur valeur à eux. Ça semble solitaire, dis-je doucement. C'était clarifiant, corrigea-t-il. Solitaire aurait été de passer ta vie à essayer de gagner un amour qui était conditionnel. Maintenant, tu es libre. Il avait raison. J'étais libre. Libre de construire mon entreprise à ma façon, libre de choisir ma famille. Les gens qui me voyaient, me valorisaient, m'aimaient sans exiger que je sois quelqu'un d'autre. Libre de me réveiller chaque matin sans ce poids familier de ne pas être assez. Tu veux savoir quelque chose? Dis-je. Je suis heureuse. Vraiment, sincèrement heureuse. Je ne pense pas avoir jamais pu dire ça avant. Marc sourit et me tira contre lui. Bien. Tu mérites de l'être. Si je pouvais retourner en arrière et parler à la version de moi-même assise à cette table de dîner, silencieuse, humiliée, se noyant dans une honte qu'elle ne méritait pas, je lui dirais ceci. Tu n'es pas le problème. Leur incapacité à voir ta valeur ne diminue pas ta valeur. Leur décision de mesurer la valeur par le revenu, le statut et le prestige dit tout sur eux et rien sur toi. Tu as passé 28 ans à essayer de gagner quelque chose qui aurait dû être donné librement. Et dans quelques minutes, l'homme assis à côté de toi va se lever et montrer à tout le monde dans ce restaurant exactement qui tu épouses. Pas parce que son succès te rend digne, mais parce que son amour t'a enfin aidé à voir que tu l'as toujours été.
Cette histoire ne finit pas par une vengeance. Elle finit par la liberté de se choisir soi-même, la liberté de poser des limites avec les gens qui ne vous respectent pas, même quand c'est la famille. La liberté de construire une vie qui reflète vos valeurs, pas les leurs. Mon père ne s'est toujours pas excusé. Sarah et moi prenons les choses lentement, une conversation prudente à la fois. Ma mère apprend, essaie, est présente, et c'est suffisant pour le moment. Mais la vraie fin ne les concerne pas. Elle me concerne, assise sur ce balcon avec mon mari, enseignant des ateliers à des femmes qui ont besoin d'entendre qu'elles sont assez. Gérant une entreprise dont je suis fière. Vivant une vie que j'ai choisie, c'est la fin qui compte. Et si vous lisez ceci, assis à votre propre version de cette table de dîner, vous sentant petit, invisible et pas assez bien, sachez ceci, vous méritez mieux. Vous l'avez toujours mérité. Et un jour, vous trouverez le courage de vous choisir. Ce jour pourrait être aujourd'hui. Merci d'être resté avec moi à travers cette histoire. Si elle a résonné en vous, s'il vous plaît, laissez un commentaire partageant votre propre expérience avec les limites familiales. Avez-vous déjà dû vous choisir par rapport aux attentes familiales? J'aimerais entendre votre histoire. Et si vous avez trouvé de la valeur ici, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Je partage plus d'histoires sur l'estime de soi, les limites saines et le courage de vivre authentiquement dans la description ci-dessous. Rappelez-vous, vous êtes assez. Vous l'avez toujours été. À la prochaine.